Alexandre Dubé. Et Florence, bonjour. Bonjour. Alors, revenons sur cette polémique de la fin de semaine, l'annulation du concert de ce chanteur trumpiste. Est-ce que c'est de la censure ou au contraire, les différentes villes ont bien fait? Ben, de mon point de vue, du moins, je pense que c'est plutôt de la censure. En fait, les villes, c'est quand même quasiment toutes les villes du Canada qui l'avaient prévu, que ce soit du Québec ou du Canada anglais avaient prévu, donc l'ont tous annulé. Donc, on sait quand il y a ce genre de polémique-là, c'est un peu un effet domino, là. C'est-à-dire une ville l'annule, la prochaine, puis bon, toutes les suivantes sont un peu appelées à l'annuler parce que si vous le faites pas, ben vous paraissez pour celui qui serait trumpiste, qui soutiendrait les points de vue du chanteur polémique en question. Mais pourquoi je dis que selon moi c'est de la censure, c'est parce que, je veux dire, cet homme-là, il fait juste des concerts, là. Il fait juste passer pour faire des concerts. Et puis ce qu'on sait, c'est que c'est pas un homme qui fait de l'appel à la violence. Il fait pas un appel au terrorisme. Puis est-ce que je sache, même si on peut être en désaccord avec la plupart de ses points de vue, par exemple pro-vie, par exemple, comme on sait, il est trumpiste, je veux dire, le fait de le laisser tenir ces événements, ça fait pas de vous nécessairement quelqu'un qui soutient ses points de vue. Je veux dire, c'est la même chose pour n'importe quel chanteur, n'importe quel artiste. Je pense que c'est important de conserver justement cette liberté artistique. Mais là, je voyais par exemple des articles qui nous disaient, dans le contexte actuel, c'est normal de l'annuler. Mais comment ça, dans le contexte actuel? C'est-à-dire... Y a-tu mis des tarifs? Non, c'est ça. C'est ça, ce qu'on met de tarifs supplémentaires sur les billets. Mais je veux dire, les Américains pourraient dire la même chose. Ils pourraient dire un chanteur canadien n'a plus sa place aux États-Unis parce qu'il y a un contexte actuel sur les tarifs. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on devrait dire on annule ce genre de personnes. Et ça me fait penser à d'autres événements. S'il y avait un chanteur russe qui venait au Canada, est-ce qu'on l'annulerait parce qu'il est davantage pro-russe? Mais c'est la même chose pour n'importe quel événement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on décide d'annuler quelqu'un simplement parce qu'il y a des opinions différentes? C'est sûr que ça entre beaucoup en contradiction avec... ce qui est dans la morale dominante, mais à un moment donné, je veux dire, ça reste quand même que cet homme-là n'est pas en train de faire un appel à la violence, il n'est pas en train d'en appeler à des émeutes. Puis moi, j'ai trouvé assez ordinaire que la Ville de Montréal fasse une contravention de 2500 $ pour une église évangélique sur le plateau de Mont-Royal, parce que, premièrement, les églises n'ont pas beaucoup d'argent. Puis là, bon, le prétexte qu'on donne, c'est de dire, il n'y avait pas le permis pour donner un concert. Sauf que ça, pour moi, souvent, quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est un peu le prétexte qui est donné. Parce que dans d'autres circonstances, on va laisser faire puis il n'y aura pas de contravention. Donc, selon moi, c'est un faux prétexte de dire que c'était parce qu'il n'y avait pas le permis pour tenir un concert. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas quelque chose qui dérange énormément. D'autant plus que dans d'autres circonstances, je trouve que souvent les autorités sont plutôt laxistes, sont plutôt molles. Je donnerai l'exemple, par exemple, depuis le 7 octobre 2023, dans les rues de Montréal, j'en ai souvent parlé ici, il y a constamment des manifestations qui sont pas juste pro-Palestine, mais qui sont pro-Hamas. On le voit dans les slogans, aussi dans les prières de rue. Et là, la police ne fait pratiquement rien. Parce que la loi l'empêche d'agir ou parce que les autorités ne veulent rien faire. Les autorités vont pas beaucoup dénoncer ce qui se passe. Donc, selon moi, encore une fois, il y a un double standard. Parce que là, on a simplement un chanteur, chrétien plus traditionnel qui veut revenir à une bonne vieille époque. Donc, lui, on considère que son point de vue est complètement inadmissible au point de le censurer. Alors que des gens qui font concrètement des appels à la violence dans les rues de Montréal, là, on fait absolument rien. Donc, selon moi, il y a un double standard. Tu sais, je citerais, par exemple, dans la ville de Québec, quand c'était annulé, il y a Élise Landriot-Dupont, donc, qui est la co-coordonnatrice du regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale, donc des femmes qui sont donc contre les pro-vie, plus pro-choix, et qui disait la dernière chose qu'on veut, c'est inviter des messages de la droite religieuse américaine à venir nous contaminer ici. Parce que je sache, une opinion, c'est pas une maladie. Là. Quand on nous dit on veut pas que ça nous contamine ici, c'est pas une maladie contagieuse. Des opinions, c'est normal qu'il y ait une liberté de parole, qu'il y ait une discussion. Donc, selon moi, c'est de la censure, puis ça m'inquiète quand même un peu. Ceci étant dit, puis on va essayer de pousser un peu parce que je suis pas d'accord avec toi sur plusieurs points. C'est correct. Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir la porte à toutes les idéologies extrémistes, de part et d'autre? Tu nous en as cité quelques-unes. Dans ce cas-ci, je veux dire, les femmes, c'est un droit, le droit à l'avortement. Okay? Alors là, on est dans une société où je trouve qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des droits qui ont été durement acquis, qui sont menacés plus que jamais.
les gens de la communauté LGBTQ+, là, ils ont le droit de vivre en paix aussi, là, t'sais. Alors, le fait que ce chanteur-là, j'ai l'impression se cache un peu derrière là, des grands principes chrétiens pour essayer d'amener une idéologie. Est-ce qu'on est réellement, Philippe, obligé d'ouvrir nos grandes portes à ça, là, sans rien dire? Moi, c'est là que je décroche un peu, là. Ouais, je comprends. Ben, c'est comme je disais, c'est parce que le fait de simplement le laisser tenir ses concerts, c'est pas nécessairement un soutien. D'autant plus que moi, j'ajouterais que, justement, si on est pro-choix ou qu'on a certaines opinions totalement opposées à cet homme-là, ben, je pense que la pire affaire qu'on peut faire, c'est justement de faire taire ces gens-là. Parce que là, c'est là qu'il y a un retour du balancier, qu'il y a de la colère qui monte. Parce que, veux pas, au Canada, au Québec, il y a des gens qui sont pro-vie, qui peuvent même être Trumpistes, être d'accord avec ces gens-là. Puis là, si on leur dit, ben en fait, vous avez même pas le droit d'avoir vos opinions, vous avez pas le droit de les exprimer, vous avez pas le droit d'avoir votre chanteur, ben c'est là que la colère monte. Je rappellerai qu'il y a quelques années, il y avait le convoi des camionneurs. Ben justement, on avait tenté de les censurer, d'empêcher les fonds qu'ils avaient collectés d'acheminer à leur manifestation. Mais ça nourrit de la colère. Parce que je te donne l'exemple, pendant la pandémie, bon, il y avait les mesures sanitaires, toutes sortes de gens se sont opposés aux mesures, aux vaccins. Puis, veut pas, ils n'ont pas eu facile, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, même, on est quand même plusieurs années plus tard après la pandémie, ces gens-là en parlent encore. Ils reviennent encore là-dessus pour dire, on nous a eu avec les vaccins, les mesures sanitaires, c'était du contrôle, on nous cherchait à nous avoir. Mais peut-être que si la réaction des autorités à l'époque avait été un petit peu moins forte pour tenter de faire taire, pour tenter de censurer presque, ben peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là encore à discuter de ça, on n'aurait pas encore des gens complotistes ou profondément anti-vaccins. Donc, si on cherche à faire taire, je pense que ça fait un retour du balancier. Les gens sont encore plus en colère, plus ils se disent, ben, si vous cherchez à nous censurer, c'est parce que dans le fond, on dit la vérité. Parce que dans le fond, les grandes élites sont contre nous parce que nous, on est le peuple, le vrai peuple qui dit la vérité, tu comprends? Ouais, il y a aussi des cas où, des fois, peut-être un petit suivi pourrait être utile. Bon, le surtourisme, c'est un enjeu aussi qu'on a parlé beaucoup dans plusieurs grandes destinations. Ça devient parfois un problème. Pensons à l'Espagne, pensons à Venise aussi. Oui, ben c'est une réflexion qui vient un peu à chaque année. Donc, j'avais lu ça dans la presse hier par Sylvie Saint-Jacques. Et donc là, elle nous dit, par exemple, à Venise, ça on le sait depuis quelques années, à Venise, la plupart des habitants locaux ne sont plus à Venise. Et donc, ils ont déménagé en banlieue. Donc, si vous allez à Venise, c'est une ville quasi 100% touristique. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'à force qu'il y ait des lieux d'hébergement, comme les Airbnb, mais pas seulement, ben, c'est-à-dire que la population locale est sortie de Venise. Et donc, ce qui est très particulier, c'est que dans ce genre de ville-là, finalement, c'est comme devenu un peu un parc d'attractions, j'ai envie de dire. Là. C'est-à-dire que c'est un endroit où l'histoire s'est conservée, mais le peuple historique qui a bâti cette ville-là, qui a bâti la région, n'est plus là. Donc, c'est assez particulier. Donc, on visite un peu une sorte de... quasiment un cadavre, là. C'est-à-dire, on visite un endroit qui a perdu sa vie, qui a perdu sa culture. Son âme, ouais. Ben oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il conserve comme un peu, c'est-à-dire une culture d'apparat pour bien se présenter devant les touristes. Mais le surtourisme, je pense que ça finit par tuer une culture locale. Parce qu'on donnait d'autres exemples dans l'article. Par exemple, justement, à Barcelone, il y a un problème similaire. Puis justement, c'est parce que la présence touristique ou la présence de gens, par exemple, à la retraite, qui veulent s'installer sur une villa ou ce genre de choses, ça augmente les loyers. Donc, la population locale est expulsée de sa propre ville qu'elle a bâtie sur des générations. Mais là, il commence à avoir des réactions. Parce que là, on refuse d'être simplement passif face à la situation. Et là, par exemple, à Amsterdam, on dit ouvertement « tourist go away ». Donc, on vit ouvertement une chose pareille. Mais la chroniqueuse nous dit c'est pas nécessairement par haine des touristes, c'est juste qu'on évite à visiter d'autres villes. Donc, des endroits qui sont moins visités, des places qui sont moins connues. Donc, parce que Amsterdam, peut-être, vit un peu trop de tourisme. Même chose au Japon. Le Japon, dans les dernières années, est devenu une destination beaucoup plus populaire. Donc, il y avait justement un influenceur québécois qui disait « Moi, quand j'ai commencé à venir ici, j'informais des personnes des endroits plus cachés, les sentiers pas connus. Mais aujourd'hui, ces endroits-là sont extrêmement connus, en fait. Donc, le sentier peu connu est devenu extrêmement pratiqué et connu de tous. » Et il veut pas, ben, non seulement c'est pas nécessairement si bon pour la culture locale, mais même pour l'environnement. Que ce soit le transport en avion, mais aussi le simple fait parfois de marcher sur certains sentiers, ça peut être mauvais pour la nature. Donc, il y a toute l'empreinte aussi environnementale à laquelle il faut réfléchir. Et donc, je pense, c'est quand même une réflexion qu'on a depuis des années, le tourisme de masse. On voit que ça a des conséquences pas toujours bonnes. Cela dit, la plupart des pays vont jamais vouloir mettre fin au tourisme parce que c'est très bon pour l'économie. Ça donne parfois des bons salaires, donc il n'y a pas lieu de s'opposer en soi au tourisme. C'est juste que quand ça se fait de manière massive,
parfois, ça fait en sorte que tu peux perdre l'accès à ta propriété, à des loyers acceptables. Ouais. Je vais te raconter un exemple que j'ai vécu à peu près à pareille date l'année passée. J'étais en Grèce, à Santorini, à l'île de Santorini, qu'on voit souvent dans les cartes postales, les fameux petits toits bleus. C'est magnifique. J'avais vraiment hâte d'aller voir ça. Un des problèmes de Santorini, il y a tellement de monde, il y a tellement de touristes, là. Si vous êtes déjà allé, là, c'est des petites allées parfois étroites à certains endroits. C'est bondé de monde, mais c'est vraiment, là, t'es complètement tassé comme des sardines. Et souvent, les infrastructures ne suivent pas. À Santorini, bon, t'arrives souvent, bon, par bateau au pied de cette espèce de rocher. Et là, t'as deux options pour monter jusqu'en haut. T'as une espèce de téléphérique où j'ai compté à peu près 4 télécabines, OK? Ça prenait à peu près, je pense qu'il y avait au moins 2-3 heures d'attente pour monter, puis 2-3 heures d'attente pour redescendre. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas cette patience-là. OK? L'autre option, c'était ce qu'on appelle la Donkey Road. C'était une espèce de petit chemin zigzag. Et là, tu montes peut-être pendant 45 minutes à peu près, sous un soleil de plomb, jusqu'en haut. Et ça s'appelle Donkey Road, le chemin des ânes, pas pour rien, parce qu'il y a ces fameux ânes. Puis là, il y a toute la question de la cruauté animale là-dedans, où là, ben, il y a des gens qui montent à dos d'âne. Mais là, tu prends le même chemin que l'âne. L'âne, il n'y a pas une couche, là. Non, c'est ça. Alors, je ne veux pas vous écœurer ce matin, mais ça fait des fois des cohabitations parfois difficiles avec toute justement, le surtourisme. Ceci étant dit, c'est magnifique quand même, Santorini, mais il y avait du monde, ça m'avait vraiment marqué. Non, c'est clair. Ouais. Revenons un peu chez nous, Philippe, pour parler de la course au co-porte-parole de Québec solidaire. Bon, est-ce qu'en 2025, c'est encore un système qui est optimal? On se souviendra des belles années, notamment, bon, d'Amir Kadir, avec Françoise David. Il y a eu par la suite, bon, Gabriel Nadeau-Dubois, avec Manon Massé également, mais depuis les dernières années, on a l'impression que c'est plus difficile. Oui, mais là, je veux pas dire à Québec solidaire quoi faire, d'autant plus que je pense qu'on n'a pas les mêmes affinités. Ah, non, je vois pas de quoi tu parles. C'est subtil, 2-3 non, indices. c'est ça, oui, absolument. Mais c'est juste que je lisais ça, donc l'idée que, bon, Québec solidaire veut un nouveau co-porte-parole, et maintenant, c'est plus obligé d'être homme et femme, ça peut être 2 femmes, mais bon, les 4 candidats en liste sont 4 hommes, au grand malheur de Ruba Gazal. Et donc, mais on se rappelle que, justement, dans les derniers mois, rappelle-toi que il y avait Gabriel Nadeau-Dubois et Émilise Lessard-Terrien, qui n'est pas restée longtemps, Émilise Lessard-Terrien, parce qu'elle disait, ben au fond, le vrai leader, c'est Gabriel Nadeau-Dubois ici. Donc, moi, je pense que ce genre de système-là, de dire on n'est pas des chefs, on est juste des porte-paroles. Donc, ça, c'est une façon de dire on n'est pas vraiment en train de diriger le. On décide de rien. C'est ça, on décide. Ben non. Non, je trouve qu'il y a une hypocrisie quand même de dire, parce que l'idée du porte-parole là, c'est de dire ben, on est juste la voix du parti, donc le parti prend ses décisions collectivement, et nous, on n'est rien d'autre qu'une sorte de porte-parole qui fait juste rapporter ce qui s'est dit dans les congrès. Donc, on prend pas de décision comme telle. Mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe pour vrai, là. Je veux dire, c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois prenait des décisions. Même chose pour Ruba Gazal. C'est sûr qu'un porte-parole, au fond, c'est quand même un chef qui apporte sa couleur, sa teinte, son forme de leadership. Donc, à un moment donné, il faut assumer ce genre de choses. Parce que si on n'assume pas, si c'est pas formel, la chefferie, la hiérarchie, ce qui se passe, en fait, c'est plus pervers, je pense, parce qu'il y a une hiérarchie informelle qui se met en place et qui n'est pas, si on veut, encadrée par des règlements. Ce que je veux dire par là, c'est que si on assume qu'on a un chef puis qu'il y a une hiérarchie dans un parti, à ce moment-là, on peut l'encadrer puis on peut mettre des règlements. Parce que si on l'assume pas puis on dit « Ah, c'est juste des porte-paroles qui font juste rapporter ce qui s'est dit en congrès », bien là, ce qui se passe, c'est que dans les faits, il y a un chef informel, et là, c'est pas encadré, ça. Donc, c'est pour ça que je trouve pas ça nécessairement si pertinent d'avoir un porte-parole là, même dans une logique de on est plus collectif, on rapporte la parole, on est plus collectif. Même là, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir simplement un chef. Puis même les cousins de Québec solidaire en France, c'est la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, et ils assument qu'ils ont un chef, qu'ils ont un candidat à la présidentielle. C'est pas toujours 2 candidats. Je comprends pas nécessairement la pertinence d'avoir 2 porte-paroles. Puis nécessairement, comme l'avait remarqué Émilise, il finit par avoir un leader là, en bout de ligne. Ouais. Merci beaucoup, Philippe, pour la discussion. À bientôt.